Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. La saison 5 de La pédagogie du cœur est une présentation de Cybercap. Depuis 25 ans, Cybercap travaille à contrer le décrochage en plus de contribuer à la réussite éducative grâce à des activités de sensibilisation et de formation axées sur le numérique et l'accompagnement socio-professionnel. Pour en savoir plus, visitez cybercap.qc.ca. Pour ce 6e épisode, mon invité est Annick Pelletier, une orthopédagogue qui a fondé la clinique OptiNeuron. En plus de venir en aide à des jeunes et des moins jeunes dans sa clinique, elle propose également des ateliers de formation dans les écoles afin d'aider tout le personnel scolaire à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et à ainsi intervenir plus efficacement. J'ai commencé par lui demander ce qui l'avait amené, en 2003, à choisir de travailler auprès de la clientèle EHDA, c'est-à-dire les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Moi, j'ai commencé un baccalauréat en éducation physique. Moi, depuis que j'étais à la maternelle, que je veux être un prof d'éduc. Oui. Parce que j'adore le sport, c'est très important pour moi, c'est une valeur première dans ma vie. Et lors de ma première année en éducation physique, j'ai eu un cours d'apprentissage et cognition. Et le professeur, lors d'un cours, à la fin, me dit « Madame Pelletier, j'aimerais que vous restiez un petit peu. » OK. Là, je me dis, oh mon Dieu Seigneur, ça va. On est 100 quelques dans le cours, alors d'accord, alors je reste. Et il me pose la question suivante. Comment avez-vous fait pour vous rendre jusqu'ici? Parlant de l'université. Hein? Et moi, je me revois apprenante, bûcher puis n'arracher, mais tant comprendre rapidement les choses qu'on m'apprend et tout, mais à l'école, assis sur un banc de classe, toujours avoir plus de difficultés puis toujours besoin des autres et tout. Alors, tout ça se défile super vite dans ma tête et je me dis, ah bien, lui, il va répondre à ma question. Pourquoi c'était comme ça? Alors, je lui ai simplement répondu, ben, j'ai vraiment eu de l'aide de mes partenaires puis de mes collègues d'étudiants, de groupes d'études. Mais comment ça, vous avez trouvé ça? Et on venait de passer ce qu'on appelait à l'époque des tests des styles d'apprentissage, là. Tu sais, les modes préférentiels. Oh, il vous avait fait faire un test, puis là, lui, il avait regardé les résultats de ton test. Oui, mode de traitement de l'information préférentielle et tout. Mais tu comprends, là, Marc, on est comme 120 dans le cours, je suis la seule qui reste. Alors là, il me dit, c'est assez exceptionnel, un résultat comme ça, encore aujourd'hui, je suis un étudiant universitaire, parce que c'est un mode qui est aucunement commun à l'enseignement magistral. J'étais à l'extrême séquentiel dans le mode de traitement de l'information et dans le mode de réception totalement visuel. Là, lui, il m'a dit, « Hey, on se met au défi. Je vais t'apprendre comment apprendre en passant par l'autre mode de traitement. Et puis, on va prendre le cours le plus difficile dans ta session, qui est le cours de biologie. Tout le monde coulait ce cours-là en éduc à l'époque. Il y avait des pétitions pour enlever ça. Oui. Ils disent, on va prendre ce cours-là. Je te le dis, tu n'auras jamais en bas de B. B-, B+. Donc, si je comprends bien ce qu'a fait ce prof-là, là, il a regardé ton test. Ouais. Là, il a dit, son mode de traitement de l'information, ça fonctionne pas avec le mode d'enseignement qu'on a ici. Et il t'a proposé de t'enseigner à utiliser un autre mode de traitement dans le cadre d'un de tes cours. C'est en plein ça. T'as mis ça en pratique. Ouais. Puis t'as eu A. Ouais, ben en fait, j'ai eu B+, donc sérieusement, c'est vrai, j'ai eu comme dans les plus fortes notes et j'ai vraiment étudié de cette manière-là. Là, j'ai fait oh my god, c'est donc bien facile à prendre. Ce fait-là, additionné à un stage en éduc que je fais et l'enseignante d'éduc m'a dit tu pourras pas tous les aider comme ça là. Tu vas faire un burn-out, ça marchera pas là. Tu veux toutes les aider de manière individuelle. Là. On peut pas faire ça, on voit pas les élèves assez souvent pour ça en éduc. Et là, moi, de répondre, ben voyons donc, il va faire rire sur la cour d'école. Là. Lui, il est pas capable de travailler un ballon, on va lui montrer, puis c'est tout. Et là, à la fin du stage, elle me dit, tu devrais t'en aller en adaptation scolaire, en orthopédagogie, quelque chose comme ça. Je suis allée faire un stage en ortho pendant ce stage d'éduc-là, et ça a été la révélation de ma vie. J'ai vu un élève pendant que j'étais là, exactement comme moi, très séquentiel, non-verbal, et je me suis dit, mais lui aussi, il peut apprendre ce que je viens d'apprendre dans mon cours d'apprentissage et cognition. Et j'ai fait le revirement de carrière. Annick Pelletier s'inscrit donc au baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, le programme qui venait de remplacer le baccalauréat en orthopédagogie. Comme le contenu et les orientations du nouveau programme ne la satisfont pas complètement, elle choisit de faire les stages de son programme avec des orthopédagogues d'expérience afin d'être formée à dépister les causes qui créent les difficultés des élèves.
J'ai ensuite voulu qu'elle me parle d'un des projets qu'elle a mis de l'avant, justement pendant un de ses stages, autour de la littérature jeunesse en classe. Ça a commencé en adaptation scolaire et puis après ça, on a étendu ça vraiment au régulier. C'est que nos élèves en classe d'adaptation scolaire, dans les stages en classe DGA, qu'on appelait à l'époque, là, difficulté grave d'apprentissage, des élèves avec plus de 2 ans de retard. Donc, ils sont comme en cheminement particulier continu au primaire. Oui. Alors, ces élèves-là, ben, il y en a peu qui aiment lire. Régulièrement, ils sont aux prises avec une réalité dyslexique, dysorthographique. Alors, c'est pas leur activité favorite. Mais moi, ma mission, c'était de leur donner le goût de lire. Parce que tout part de ça. On le sait. J'ai mixé ce fait-là avec le film à l'époque, La mystérieuse Mademoiselle C. Oui. D'accord? Oui, bien sûr. Alors, je me suis mise à faire des coins lecture dans les classes d'adaptation scolaire, aller chercher des livres dans les ressourceries, payer de ma poche et tout, pour garnir les coins lecture avec 3 niveaux de livres différents et essayer surtout de trouver des livres de niveau première année, mais qui allaient plaire à un enfant de 12 ans qui est en adaptation scolaire. Ce qui n'est pas toujours simple. De devinettes. Ouais. Donc, j'ai fait ce travail-là. J'ai amené beaucoup de bandes dessinées parce que c'est très visuel, alors on allait chercher beaucoup. Et c'est comme ça, tranquillement, que j'ai vu que ça fonctionnait. On arrivait au moins à intéresser les élèves à ne serait-ce qu'aller chercher un livre et le feuilleter. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé d'aller chercher l'enseignement des savoirs essentiels en passant par la littérature jeunesse, autant en mathématiques qu'en français. Donc, même en univers social. Est-ce qu'à l'époque, t'as côtoyé ou croisé Yves Nadon? Je n'ai pas eu la chance de croiser ces beaux gens, mais sincèrement, Yves Nadon m'a tellement inspiré dans ses travaux. C'est un de ceux qui m'a beaucoup inspiré dans la façon de faire et de me dire, moi j'étais en début de carrière à l'époque là. Oui. Alors, tu sais, j'étais à 0 année d'intervention et de dire, ben il y a un professeur d'expérience qui le fait. Pourquoi moi je le ferais pas? Oui, bien sûr. C'est ça. Et après ça, moi, ben j'ai pris le secteur d'orthopédagogie, donc j'ai quitté les classes et le choix de m'en aller en orthopédagogie, ça a été très clair. J'étais en adaptation scolaire et là, je voyais tous ces élèves. Je lisais les rapports d'évaluation puis les photographies statiques là, sur le papier, mais avec des potentiels intellectuels. Tu sais, bon, au gars du 25e rang santé, je me disais, là, il y a un potentiel. Là. Qu'est-ce qu'il fait ici, cet enfant-là? Tu sais, sans le mettre la faute sur personne, mais je me disais toujours, à quel endroit on l'a échappé? Ou sa réalité, elle le mène réellement ici? C'est un questionnement. Et moi, je me disais, moi, je veux faire la différence. C'est pour ça que j'ai décidé de m'en aller en orthopédagogie et d'intervenir à la base, parce que souvent, l'orthopédagogue, sans comparer du tout au médecin, mais je le vois souvent comme l'espèce de médecin généraliste des apprentissages dans une école, tu sais, au sens où c'est souvent le premier spécialiste à qui on va cogner à la porte avec les symptômes. Mais si j'interviens pas sur les causes, là, je trouve pas les causes. Est-ce que c'est les yeux? Est-ce que c'est l'intérêt? Est-ce que c'est l'estime de soi? C'est-tu l'imagerie mentale, etc.? Bonjour tout le monde, je m'appelle Joël McLean et je suis coach formateur et conférencier chez Inspire Leadership Coaching. Êtes-vous à la recherche d'une source d'inspiration pour stimuler votre croissance comme leader? Si oui, bien je vous invite à découvrir Inspire Leadership Podcast. Dans chaque épisode, nous plongerons au cœur des expériences, des défis et des succès de leaders accomplis. Découvrez comment ils ont exercé une influence positive, créé un impact significatif et trouvé le courage de passer à l'action. Abonnez-vous donc à Inspire Leadership Podcast en visitant inspireleadership.ca. Il nous arrive tous d'avoir l'impression, parfois, de travailler très fort pour un élève et de trouver que, de son côté, l'élève ne fait pas vraiment sa part. J'ai abordé ce sujet avec Annick Pelletier. Je pense que, tu sais, il y a une certaine part de réponse qui est comme, logiquement, dans la vie, l'être humain ne peut pas être motivé à tout faire. Alors, quand il y a une obligation de faire, puis de brancher des neurones, la dopamine, elle ne vient pas nécessairement. Donc, il y a bien beau se forcer, mais je veux dire, on peut pas boire de la dopamine. Hein? Donc, à un moment donné, s'il y a pas de gain, s'il voit pas le sens raccordé à ça, qu'est-ce que ça va lui amener plus tard et tout, puis ça fait pas de sens. La dopamine elle peut moins venir, donc l'engagement va moins venir. Parce que ça nous prend des neurotransmetteurs pour démarrer le circuit électrique. Là. Et ça prend entre autres la dopamine pour engager les circuits de l'attention et de l'activation, entre autres. Ça prend d'autres neurotransmetteurs. La dopamine doit être au rendez-vous. Et ça, ben, je veux dire, là, on peut pas peser sur un bouton on. Il n'y a pas de switch. Hein? Non. Donc, ça prend beaucoup tout l'aspect qu'on appelle cognitivo-comportemental de je remarque que je ne suis pas engagée. C'est vrai que ça pourrait me servir plus tard, même si je n'aime pas ça ou ça m'emmerde, mais je dois faire un minimum d'efforts pour le faire. Ben, c'est très cognitivo-comportemental. Mais on n'a pas c'est pas tous les élèves qui ont cette maturité
activité-là? Est-ce que c'est entièrement le lobe frontal, la disconcordance justement entre le développement, tout le lobe insulaire avec le système limbique, les émotions, l'intention, le sens, la motivation, versus le lobe frontal, des fois qui est pas développé à point de vue maturité, de jugement, à me dire, bon, regarde, je vais le faire, là, puis ça va juste être pour mon mieux. Il y en a qui sont pas rendus là. Oui, parfois. Le jugement, effectivement. C'est ça. Donc, tu sais, le manque de jugement, le manque de maturité à ce jugement-là, on peut pas tirer dessus. On peut pas appuyer sur un bouton et que ça vienne. Alors, on a des étudiants qui l'ont. Il y a des étudiants qui l'ont moins. Il y a des étudiants qui l'ont pas encore au cégep. Il y en a qui l'ont pas encore à l'université dans certains cours. C'est sûr qu'à un certain âge, l'effet de gagne est plus stimulant pour le système limbique que l'exercice de français. Oui. Donc, ils vont y aller sur la récompense immédiate, tu sais, le retour dopaminique immédiat qui n'est pas l'exercice de français ou de maths et tout. Donc, c'est la même chose en orthopédagogie. Donc, quand on est en individuel, parfois, ça nous arrive. On attrape comme un mur, on trouve ça triste parce qu'on se dit, il y a tellement les capacités, il donnerait juste un petit peu plus de lui-même, il l'aurait, il connecterait les neurones, il serait capable de transférer, il y a ce qu'il faut, mais il veut pas. Elle devient donc orthopédagogue dans le réseau public, puis passe près d'une dizaine d'années dans une école primaire privée qui va lui permettre de travailler à sa façon, c'est-à-dire en intervenant sur les causes et non seulement sur les symptômes apparents. Mais quand il devient impossible dans ce milieu également de continuer à travailler de cette façon, elle va décider de créer sa propre clinique, la clinique OptiNeurone. Alors, OptiNeurone est une clinique qu'on peut venir chercher des services d'aide au privé. Donc, il y a 2 volets. Il y a le volet service clinique. Alors, on voit des enfants âgés de 3 ans jusqu'à l'âge adulte, en fait. Okay. Les sujets, je vais appeler ça des sujets là, de 3 ans, primaire, secondaire, retour aux études, adultes, les parents. Les sujets viennent nous voir dans le but de mieux apprendre à se connaître en tant que soit intervenant, en tant que parent ou direction d'école ou professeur, ou en tant qu'apprenant. On apprend à connaître notre cerveau, on apprend à connaître comment ça fonctionne les réseaux de neurones et maintenant comment on peut faire pour prendre tout ce cerveau-là et mieux aider un apprenant ou si on n'est pas apprenant, comment faire pour mieux m'engager. On parlait de l'engagement tout à l'heure, mais pour s'engager, si on comprend comment le cerveau fonctionne, à quel point il est modifiable, ces réseaux de neurones sont tellement modifiables et il faut s'en occuper, ben t'es le seul maître de les prendre. Et il y a un deuxième volet formation. Donc maintenant, on essaie de guider d'autres intervenants à faire ça finalement. Annick Pelletier et la clinique OptiNeurone mettent de l'avant la démarche OptiFix. J'ai demandé à mon invité de me présenter cette approche centrée sur les fonctions exécutives du cerveau. Je me suis alliée avec des collègues neuropsychologues pour mieux les comprendre et puis maintenant pour y remédier, il y avait comme à l'époque juste des petits programmes, des petits livres ici et là, mais ça collait pas à tous les élèves. Alors je me suis mise vraiment à travailler sur chacune des fonctions et là finalement je me suis mise à découvrir qu'il y avait des fonctions qui étaient prioritaires pour que d'autres soient fonctionnelles. Donc ça m'a amené à créer une espèce d'approche, une façon de faire pour aller enseigner. Au début, c'était remédier à ces fonctions-là, donc dans un certain ordre. Et éventuellement, ça a été de les enseigner. Parce que là, dans la même dynamique de je dois engager le cerveau de l'élève, le responsabiliser à mieux comprendre, ça a toute part de j'enseigne le cerveau, il y a des réseaux de neurones dans ce cerveau-là. Parmi ces réseaux de neurones, il y a des fonctions exécutives, il y a une telle. Voici comment mieux les piloter. Je te suggère des stratégies d'autocontrôle exécutive. Essaye ça. Est-ce que tu changes des choses? Est-ce que tu te trouves toi-même d'autres trucs? Finalement, les trucs de Madame Annick, là, c'était pas les meilleurs. Moi, je m'en suis trouvé des meilleurs. Parfait, c'est ça qu'on veut. Que tu sois à point, que tu sois confortable et avec l'exécution de tes fonctions exécutives et que dans ton milieu de vie personnel, social et éventuellement professionnel, que tu sois adéquat de manière exécutive. C'est ainsi que se termine le 6e épisode. Si vous souhaitez vous renseigner de façon plus précise à propos des fonctions exécutives du cerveau, Annick Pelletier m'a suggéré de consulter les recherches de la chercheuse canadienne Adele Diamond. Elle m'a aussi parlé du livre « Découvrir le cerveau à l'école » de Sandrine Rossi, Amélie Lubin et Céline Lanoué. Merci à mon invité, Annick Pelletier, qui avait une petite demande spéciale. Vous vous souvenez du chargé de cours dont il était question en début d'épisode qui avait gardé Annick à la fin d'un cours pour lui parler de ses résultats et qui a finalement fait toute une différence dans son parcours? Elle aimerait le retrouver pour le remercier. Cette personne était en charge du cours « Apprentissage et cognition » au bac en éducation physique à l'automne 2001 à l'Université Laval. Si vous vous reconnaissez ou si vous savez de qui il s'agit, écrivez-moi et je vous mettrai en contact avec Annick ou écrivez-lui directement.
En terminant, merci à Simon Proulx, guitariste et compositeur. Sa musique nous accompagne dans chacun des épisodes. Mon nom est Marc Proulx. Vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.